Vous vous êtes déjà réveillé au milieu de la nuit en vous demandant « Qu'est-il arrivé à moi? Où est passée la femme que j'étais ?» Peut-être êtes-vous resté là dans l'obscurité, à écouter la respiration de l'homme à vos côtés et à ressentir une solitude si profonde qu'on aurait dit qu'un gouffre s'était ouvert dans votre poitrine. Vous vous êtes déjà demandé si lui vous voit encore, s'il vous désire toujours, ou si vous n'êtes devenu qu'une présence familière, comme un vieux meuble que plus personne ne remarque. Si ces questions résonnent dans votre âme, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Je veux que vous compreniez que ce que vous ressentez est légitime, réel, et ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Car seule une femme courageuse a l'honnêteté de regarder sa propre vie et de se demander si elle la vit encore ou si elle ne fait que survivre dans son propre mariage. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une découverte qui a complètement changé ma vision des relations après 50 ans. Et il ne s'agit pas de techniques de séduction, ni de jeu ou de manipulation. Il s'agit de quelque chose de bien plus profond. Il s'agit de retrouver votre propre pouvoir, votre propre lumière, et de découvrir que faire tomber votre mari à vos pieds ne signifie pas l'abaisser, mais vous élever tellement qu'il ne peut détacher son regard de vous. J'ai rencontré une femme nommée Hélène. Elle avait 54 ans lorsqu'elle est venue me voir. Mariée depuis 28 ans, mère de 2 enfants adultes. Hélène m'a dit quelque chose qui m'a profondément marqué. Je me sens comme un fantôme dans ma propre maison. Mon mari me salue, le matin comme il saluerait n'importe quel collègue de bureau. Nous partageons les factures, les responsabilités, mais plus aucun rêve. Je ne me souviens pas de la dernière fois où il m'a regardé dans les yeux en me parlant. Hélène m'a confié qu'elle était devenue une experte dans l'anticipation des besoins de tous autour d'elle. Elle se levait avant Robert pour préparer son café comme il l'aimait. Elle retenait ses rendez-vous mieux que lui-même. Elle était devenue l'organisatrice officielle de la famille, celle qui règle tout, celle qui se sacrifie pour tout le monde. Et ce faisant, elle avait disparu. « Où est Hélène ?» lui ai-je demandé. Où est la femme que tu étais avant de devenir simplement l'épouse de Robert, la mère de Jean et de Marie? Elle m'a regardé les yeux pleins de larmes et a répondu « Je ne sais pas, ça fait si longtemps que je ne l'ai pas vue. » Et c'est là que réside la première grande erreur que nous, les femmes, commettons après des années de mariage. Nous croyons qu'aimer signifie se diminuer. Nous croyons qu'être une bonne épouse signifie toujours reléguer nos besoins au second plan. Nous croyons que prendre soin du mariage signifie uniquement prendre soin de l'autre, jamais de nous-mêmes. Mais je vais vous révéler un secret que j'ai appris en observant des dizaines de femmes qui ont réussi à raviver la passion dans leur mariage après 50 ans. L'homme ne tombe pas amoureux de la femme qui s'efface pour lui. Il tombe amoureux de la femme qui brille à ses côtés. Réfléchissez, lorsque vous vous êtes rencontrés, qu'y avait-il en vous qui l'attirait? Était-ce votre disponibilité totale? Le fait que vous n'ayez pas de vie propre? Ou était-ce, au contraire, votre personnalité, vos rêves, votre énergie, votre façon unique de voir le monde? Je me souviens d'une femme nommée Carole, 52 ans. Elle m'a dit « Quand mon mari et moi étions fiancés, je prenais des cours de danse. Il disait toujours qu'il adorait me voir danser, que j'étais radieuse. Quand nous nous sommes mariés, j'ai cessé de danser. J'ai dit que je n'avais plus le temps, qu'il fallait me consacrer à la maison et aux enfants. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, il me regarde comme si j'étais une étrangère familière. La grande ironie est que, en essayant de garder l'homme près de soi, nous nous éloignons de nous-mêmes. Et quand nous nous éloignons de nous-mêmes, nous devenons méconnaissables, même pour ceux qui nous aiment. À présent, je veux que vous fassiez une réflexion honnête avec moi. Regardez votre relation comme si c'était une photographie. Si quelqu'un prenait aujourd'hui une photo de la dynamique entre vous deux, que montrerait cette photo? 2 protagonistes partageant la même scène ou une second rôle, essayant de faire briller le protagoniste? Vous êtes-vous déjà aperçu du nombre de fois où vous dites « oui » alors que vous vouliez dire « non » Combien de fois vous avalez-vous vos opinions pour éviter un conflit? Combien de fois vous adaptez-vous à son humeur alors qu'il ne s'adapte jamais à la vôtre?
J'ai pris en charge une femme nommée Martine, 56 ans, qui m'a dit mais quelque chose de dévastateur. Je me suis rendu compte que je vis en fonction de l'humeur de mon mari. S'il se réveille de bonne humeur, ma journée est bonne. S'il est stressé, je marche sur des œufs. Je suis devenu un baromètre émotionnel pour lui. Et le pire, je ne sais même plus quel est mon propre état d'esprit. Testo. Là, la deuxième grande embûche dans laquelle nous tombons. Nous pensons que l'harmonie dans le couple signifie qu'une personne doit se modeler entièrement sur l'autre. Mais la vraie harmonie n'est quand deux personnes entières, avec leur propre personnalité, choisissent de danser ensemble. Avez-vous remarqué comment certaines femmes, même après 50 ans, semblent posséder un magnétisme naturel? Ce n'est pas seulement une question de beauté physique, c'est une question de présence. C'est une énergie qui dit « je sais qui je suis ». Ces femmes ont quelque chose qui va au-delà de l'apparence, une densité émotionnelle. Qu'est-ce que la densité émotionnelle? C'est ne pas avoir besoin de l'approbation constante de l'autre pour se sentir précieuse. C'est avoir des centres d'intérêt, des opinions, des rêves qui vous sont propres. C'est être intéressante, non seulement comme épouse, mais comme personne. Laissez-moi vous parler de Sylvie, 53 ans, qui a complètement transformé son mariage. Sylvie était au même point où vous êtes peut-être maintenant. Elle se sentait invisible, dévalorisée, comme si elle n'était qu'une employée non rémunérée de sa propre maison. Son mari, Paul, la traitait avec une politesse distante qui faisait plus mal que n'importe quelle dispute. Un jour, Sylvie a pris une décision qui a tout changé. Elle a décidé de reprendre ses études. Pas pour épater qui que ce soit, pas pour sauver le mariage, mais parce qu'elle avait un rêve ancien de faire de la psychologie. Paul a réagi comme beaucoup d'hommes quand leur épouse décide d'investir en elle-même, avec une résistance déguisée en souci. Es-tu sûr que c'est une bonne idée, et la maison, et nos horaires? Paul, a-t-elle répondu, j'ai besoin de le faire pour moi. Les premiers mois, la dynamique du foyer a changé. Sylvie n'était plus disponible 24h/24. Elle avait des cours, des devoirs à envoyer, des camarades à rencontrer. Paul a dû assumer des responsabilités qu'il déléguait à Sylvie depuis des années. Et quelque chose d'intéressant est arrivé. Paul a commencé à remarquer sa femme différemment. Sylvie avait des conversations sur des sujets qu'il ne connaissait pas. Elle avait une nouvelle énergie, un éclat dans le regard qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Elle était enthousiaste à l'idée de parler de ses cours, de ses découvertes. Paul s'est rendu compte qu'il s'était marié avec une femme fascinante et qu'il l'avait oubliée. 6 mois plus tard, Paul m'a confié « Je suis retombé amoureux de ma femme ». Ce n'est pas qu'elle ait changé, c'est qu'elle est redevenue celle qu'elle a toujours été. C'est le premier principe pour que votre mari tombe à vos pieds. Arrêtez d'essayer d'être intéressante pour lui et commencez à être intéressante pour vous-même. Quand vous devenez fascinante à vos propres yeux, quelque chose de magnétique se produit. Les gens autour de vous, y compris votre mari, commencent à vous regarder autrement. Mais je sais que ce n'est pas facile. Après des années à mettre tout le monde avant vous-même, cela peut sembler égoïste de prendre soin de vous. Vous pourriez vous sentir coupable de vouloir quelque chose qui vous appartient. Vous pourriez entendre des voix, y compris la vôtre, vous dire que vous n'êtes plus à l'âge de rêver, de recommencer, de vous prioriser. Je veux que vous compreniez une chose fondamentale. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la responsabilité. Vous avez la responsabilité d'être la meilleure version de vous-même. Pas pour lui, pas pour vos enfants, mais pour vous. Car une femme qui ne se valorise pas ne peut pas être véritablement aimée. Elle peut être tolérée, être commode, mais elle ne peut pas être désirée. Maintenant, passons au deuxième principe, peut-être le plus difficile de tous. Arrêtez d'essayer de contrôler la relation et commencez à vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler, vous-même. Combien d'heures avez-vous perdu à essayer de déchiffrer son humeur? Combien de fois avez-vous deviné ce qu'il pensait, ce qu'il voulait, comment le rendre heureux? Combien de stratégies avez-vous inventées pour éviter ces explosions? De colère ou sa froideur? J'ai connu une femme nommée Thérèse, 58 ans, devenue experte en gestion de mari.
Elle savait exactement quels sujets éviter, quels moments ne pas parler, comment contourner son mauvais caractère. Thérèse était devenue une diplomate à plein temps dans son propre mariage. « Je marche sur des œufs toute la journée », m'a-t-elle dit. J'analyse chaque mot avant de parler, chaque expression de son visage avant de m'approcher. Je suis devenue une espionne chez moi. Le problème de cette stratégie est qu'elle ne fonctionne pas. Quand vous essayez de contrôler l'autre, vous perdez le contrôle de vous-même. Vous devenez otage de l'humeur, des réactions, des décisions d'une autre personne. Et pire, vous apprenez à cette personne qu'elle peut vous traiter comme quelqu'un sans droit à ses propres émotions et besoins. Thérèse n'a commencé à changer la dynamique conjugale que lorsqu'elle a arrêté de gérer son mari pour commencer à gérer ses propres réactions. Quand il rentrait mal luné, au lieu de s'éloigner ou d'essayer de l'égayer, elle disait simplement « Ah, je vois que tu ne vas pas bien, je serai là si tu veux parler. » Et elle poursuivait sa vie. Au début, le mari de Thérèse était déconcerté. Il était habitué à ses tentatives de le réparer ou de marcher sur la pointe des pieds vers lui. Mais quand elle a cessé de réagir à ses humeurs comme à des urgences personnelles, quelque chose a changé. Il a commencé à comprendre que ses humeurs étaient sa responsabilité, pas la sienne. Il a commencé à gérer ses propres émotions au lieu d'attendre qu'elle le fasse. Et paradoxalement, quand Thérèse a cessé de tenter de le contrôler, elle est devenue bien plus intéressante pour lui. C'est le deuxième principe. Vous ne pouvez pas contrôler s'il va vous aimer, mais vous pouvez contrôler si vous allez vous aimer. Vous ne pouvez pas contrôler s'il va vous valoriser, mais vous pouvez contrôler si vous allez vous valoriser. Et lorsque vous devenez le centre de votre propre vie, vous devenez naturellement plus attirante pour les autres. Mais il existe un troisième principe encore plus puissant que j'appelle la dignité émotionnelle. La dignité émotionnelle, c'est quand vous n'acceptez pas des miettes d'affection comme s'il s'agissait d'un festin. C'est quand vous n'êtes pas reconnaissante pour le minimum de considération. C'est quand vous comprenez que vous méritez d'être traité avec le même respect et la même tendresse que vous offrez. J'ai accompagné une femme nommée Rose, 55 ans, qui m'a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur. Quand mon mari me fait un câlin, je suis si heureuse que les larmes me montent aux yeux. Je réalise que j'ai faim d'affection, de la part de mon propre mari. Rose s'était habituée à si peu que tout petit geste semblait un miracle. Elle avait normalisé la froideur, la distance émotionnelle, le manque d'intimité. Elle avait appris à vivre de miettes. Mais voici la vérité que personne ne vous dit. Quand vous acceptez moins que ce que vous méritez, vous apprenez aux gens à vous donner moins que ce que vous méritez. Quand vous vous contentez de miettes, vous dites que vous ne valez pas. Un festin. Rose n'a commencé à transformer sa relation que lorsqu'elle a cessé d'être reconnaissante pour les miettes et a commencé à exprimer clairement ses besoins. Ni avec colère, ni en exigeant, mais avec dignité. Jean, a-t-elle dit à son mari un jour, j'ai besoin de plus d'intimité dans notre relation. Pas seulement physique, mais émotionnelle. J'ai besoin de me sentir désiré et valorisé par toi. Et si ce n'est pas quelque chose que tu veux ou peux offrir, il faut en parler honnêtement. La réaction initiale de Jean a été de la surprise. Il était habitué à une Rose qui acceptait tout, qui ne se plaignait jamais, qui s'adaptait toujours. Cette nouvelle Rose, qui exprimait ses besoins avec clarté et dignité, l'a pris de court. Mais vous savez ce qui s'est passé? Jean a commencé à respecter Rose d'une façon qu'il n'avait pas connue depuis des années. Pas parce qu'elle était devenue exigeante ou difficile, mais parce qu'elle était claire sur sa propre valeur. C'est le troisième principe. Il faut apprendre aux gens comment vous traiter et vous l'enseigner par ce que vous acceptez et ce que vous refusez. Quand vous avez une dignité émotionnelle, vous attirez respect et admiration. À présent, je veux aborder quelque chose qui peut être douloureux, mais nécessaire. Toutes les relations ne peuvent pas être sauvées. Et le reconnaître n'est pas un abandon, c'est de la sagesse. Il y a une différence entre une relation traversant une phase difficile et une relation morte émotionnellement. Comment faire la différence? Une relation récupérable est celle où il existe encore un désir mutuel de reconstruire.
Il peut y avoir de la distance, de la rancœur, de la routine, mais au fond des deux cœurs, il y a encore l'envie de retenter l'expérience. Une relation morte est celle où l'une ou l'autre personne ne veut plus essayer, où il n'y a plus de curiosité l'un envers l'autre, où il n'y a plus de volonté de changer, d'évoluer, de donner une nouvelle chance. J'ai connu une femme nommée Anne, 59 ans, qui a passé 2 ans à tenter seule de sauver un mariage de 30 ans. Anne faisait de la thérapie individuelle, lisait des livres sur les relations, essayait d'appliquer des techniques de communication. Mais son mari, Richard, s'était simplement déconnecté émotionnellement. Je me sentais comme une personne essayant de danser seule, m'a-t-elle dit. Je faisais des pas à droite, des pas à gauche, je tournais, je bougeais, mais il n'y avait personne pour danser avec moi. Anne a découvert qu'il ne sert à rien d'avoir les meilleurs principes du monde si une seule personne est prête à les appliquer. La relation est une danse qui a besoin de 2 partenaires désireux d'apprendre les pas. La décision la plus courageuse qu'Anne ait prise a été de cesser d'essayer seule de sauver son mariage. Elle a dit à Richard « Je suis prête à reconstruire notre relation, mais j'ai besoin que tu sois aussi prêt. Si tu ne veux pas essayer, d'accord, mais je ne vais plus essayer seul. » Richard a choisi de ne pas essayer et Anne a choisi son propre bonheur. Aujourd'hui, à 61 ans, Anne est dans une relation où elle est valorisée, désirée et respectée. Elle m'a dit « J'ai découvert qu'il vaut mieux être seul que se sentir seul aux côtés de quelqu'un. C'est peut-être la leçon la plus importante. Faire tomber votre mari à vos pieds ne peut pas se faire au prix de votre dignité. Si pour avoir quelqu'un à vos pieds, il faut que vous rampez par terre, le prix est beaucoup trop élevé. Le véritable pouvoir féminin n'est pas dans la manipulation ou le contrôle. Il est dans le fait d'être si entière, si authentique, si précieuse, que les gens veulent naturellement être près de vous. Il est dans le fait d'être si intéressante que vous suscite note, coupe due aux limites de caractère. Mais la traduction se poursuit fidèlement jusqu'à la fin du texte original.